Salut, c'est Franck Taluto. Pour commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020. Et quoi de mieux pour bien la débuter que d'écouter une légende de l'AS Saint-Étienne, Osvaldo Piazza, que j'ai rencontré lors d'un de ses récents passages en France. Ensemble, on a parlé de son enfance en Argentine dans une famille nombreuse, de ses débuts de footballeur, de son transfert en France et de ses années sous le maillot vert, de la Coupe du Monde 1978 qu'il aurait dû disputer, de sa carrière d'entraîneur qui aurait pu le conduire sur le banc stéphanois, ou encore de Diego Maradona et de Lionel Messi. Dessous de verre, 7ème numéro, c'est parti. Bonjour Osvaldo. Bonjour, ça va? Très bien, merci d'avoir accepté l'invitation de Dessous de verre. On se voit à l'occasion d'un de tes passages à Saint-Étienne. Qu'est-ce qui te donne envie de revenir régulièrement ici? D'abord, c'est un plaisir énorme. Énorme, c'est pas parce qu'on a été les anciens verts et on a joué une finale et on a joué la Coupe d'Europe et toujours, mais c'est surtout parce que c'est une ville qui nous accepte toujours très bien à ceux on revient de l'étranger, parce que j'habite de Buenos Aires, parce que je suis argentin, parce que voilà. Et je suis parti, ça fait déjà quelques années, et voilà, et s'est retrouvé déjà avec les anciens coéquipiers, qui sont devenus des amis. Moi, personnellement, et de me trouver avec mes coéquipiers, ça me fait un énorme plaisir. Et même si aujourd'hui on trouve changer la ville de Saint-Étienne, parce qu'il a changé parmi des années, donc Qu'est-ce qui a changé, justement? Ça a changé beaucoup de choses, c'est-à-dire que on trouve, oui, toujours la même ambiance dans le stade, mais on voit que la ville aussi souffre les conséquences d'une crise, que ça devient très important. Et personnellement, j'ignore pas qu'aujourd'hui, de plus en plus, on trouve la ville vide. On trouve la ville qui c'est difficile de surmonter la difficulté qu'aujourd'hui ils trouvent les villes qui sont pas des ressources, disons, pour affronter cette situation que c'est dans le monde, non? Parce que je peux me permettre de parler ce que je trouve à Saint-Étienne, mais aussi mon pays, c'est un désastre total. C'est vrai que c'est un autre continent, mais c'est pas par ça que on sait pas qu'on est vraiment dans la difficulté énorme. Et visuellement, est-ce que ça a changé? Parce qu'à l'époque, on parlait de ville noire. Oui, il a changé, il a commencé à changer à partir de notre époque. Donc, vous savez, quand je suis arrivé en 72, tous les immeubles, c'était noir à travers les charbons. Et depuis, à partir de 74, 75, ils ont commencé à changer, ils ont commencé à changer notre visage. Déjà, ils se sont fait construire entre 4 et 5 hôtels. Déjà, les gens, ils passaient par Saint-Étienne. Avant, ils continuaient tout droit à partir de Givors, ils continuaient pendant les vacances, ils continuaient vers la Côte d'Azur. À cette époque, ils faisaient un petit détour, même si c'était un jour ou deux, ils faisaient un petit détour pour Saint-Étienne pour connaître qu'est-ce que c'était les chaudrons, qu'est-ce que c'était cette équipe verte, qu'il allait, il avait de bons résultats, non seulement en championnat, sinon aussi en Coupe d'Europe. On va parler de ta vie sportive par la suite, mais je crois que Saint-Étienne a compté dans ta vie d'homme aussi, puisque tu as 2 filles qui sont nées ici. Oui. Déjà, j'ai des racines à Saint-Étienne. C'est mes 2 filles, Sidonie et Jennifer, sont nées à Saint-Étienne et sont françaises. Mes 2 petits-enfants, Tiziano et Sandino, ils sont français aussi. Ils sont pas stéphanois, mais ils sont français. Et donc, voilà, on continue à la maison, on continue à garder la langue française. Même si à moi, ça m'arrive très souvent que les gens me demandent quoi, hein, parce que c'est, bon, ça fait quand même, parmi que bien tous les ans, je viens en France, et surtout à Saint-Étienne, bon, on perd un peu
cet accent, mais parfois on me dit, voilà, parce que c'est charmant votre accent, voilà, je continue à le garder. Est-ce que tu peux nous donner de tes nouvelles? Tu vis donc en Argentine aujourd'hui? Voilà, j'habite à Buenos Aires depuis toujours, c'est-à-dire que depuis que je suis parti de Saint-Étienne, c'était en 79. Je devais jouer la Coupe du Monde, je ne l'ai pas joué parce que ma femme il a eu un accident à la naissance de ma deuxième fille Jennifer. Et donc j'étais déjà à Buenos Aires pour préparer la Coupe du Monde parce que Menotti il est venu me chercher ici en France. Et donc on a fait le voyage ensemble et à partir de là il fallait préparer la Coupe du Monde dans mon pays, 78. Et donc, je faisais partie de l'élection de coach. À partir du quatrième jour que j'étais à Buenos Aires pour préparer la Coupe du Monde, ma femme, il a eu un accident avec la voiture. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû changer tout ce que j'avais préparé d'avance, c'est-à-dire, voilà, retourner parce que c'était délicat, c'était difficile. C'était pas facile à digérer ça, surtout parce que d'abord, c'est le risque de la famille, premièrement, et ensuite, c'est ma seule Coupe du Monde que j'aurais pu jouer et que Saint-Étienne, il m'a permis d'arriver à être dans l'équipe de cette Coupe du Monde. Et donc, je dois renoncer à ça, malgré l'envie que j'avais de jouer cette Coupe du Monde. Ça m'est arrivé à 32 ans quand même. Et bon, mais dans tous les cas, toujours il y a une récompense à ça. Récompense de récupérer sa famille, de récupérer mes filles, d'avoir la totalité de ma famille. Et aujourd'hui, il n'y a pas de conséquences à partir de cet accident. Tout ça, on va en reparler parce que le contexte de l'époque, ce qui se passait en Argentine m'intéresse. Et aujourd'hui, comment tu t'occupes là-bas? Quelles sont tes activités? Moi, je suis retraité. Parfois, je regarde un peu des vidéos. Ça m'intéresse de regarder le football, surtout des jeunes joueurs, des moins 17, moins 19. Ça m'intéresse de regarder ce qu'il peut y avoir dans différentes régions de l'Argentine, même en Uruguay. Voilà, toujours il y a des tuyaux qui puissent dire, voilà, il y a un joueur, voilà, il dépasse quand même comment dirais-je, il dépasse ce qu'on attend d'un joueur de 17 ou 19 ans et on voit, toujours il y a des doutes, mais dans tous les cas, bon, on essaye de voir ça, mais c'est pas un métier, c'est pas quelque chose, je dis que plus le football il avance, plus je connais moins. Et donc, c'est l'envie de... Vous savez, tu sais, le football, on l'a fait avant tout parce que c'est une passion. C'est pas parce qu'on a été professionnel. Si on n'aurait pas été professionnel, on aurait payé pour jouer au foot. Et ça, c'est la passion. Et vivre d'une passion, en plus te payer, en plus tu gagnes des primes, et en plus tu es reconnu à travers la presse et le monde, ça fait quand même... ça passe de la tête aux pieds et c'est un réjouissement énorme de faire quelque chose, un métier, comme tu dois le faire sûrement, à partir d'un micro, à partir d'une pensée, à partir d'un métier, que tu es un passionné. Et les choses qu'on fait avec passion, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de conséquences qui puissent nous arrêter. Et moi, comme il y a beaucoup de cas, je dis 90% des joueurs, ils sortent d'un milieu bas. Surtout pourquoi? Parce que le football, il est populaire. Le football, il est des pays pauvres, disons, soi-disant. Et les joueurs, ils sortent parce qu'ils ont besoin de démontrer dans cette passion les difficultés qui sont passées avec sa jeunesse. Et donc,
Et à partir de là, parce qu'un ballon, on le fait avec une chaussette et on le met des journaux dedans, des feuilles de journaux et on fait un ballon. Et avec un ballon, on peut s'amuser 10, 12, 15 garçons. Et donc ça, c'est fantastique, arriver à le jouer professionnellement et pouvoir démontrer sa passion. Je dis qu'un joueur, jamais il pense à son salaire, jamais il pense à la prime qu'il va avoir. Jamais il pense, c'est-à-dire il faut faire un bon résultat, démontrer pourquoi tu es là, pourquoi tu es un professionnel et pourquoi les gens ils vont te demander encore plus. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton enfance rapidement. Oui. Tu es né à Buenos Aires. Est-ce que tu peux raconter tes premières années de footballeur? Comment ça commence? Oui, je suis né à Buenos Aires dans une famille très nombreuse. Papa italien, il est arrivé à Buenos Aires 12 ans. Maman, fille d'italien, en camion. Et un camion parce que voilà, on était 7 enfants. C'était pas facile pour papa parce que c'était lui tout seul qui travaillait. Maman déjà il avait beaucoup de boulot avec les 7 enfants, 5 garçons, 2 filles. Et les 4 premiers c'est garçons. Et donc voilà, avant on buvait de l'eau de robinet. On jouait, on allait à l'école. Dès qu'on sortait de l'école, on jouait. Et on jouait à quoi? On jouait au ballon dans la banlieue de Buenos Aires. Et donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, on faisait un ballon avec n'importe quoi. Peut-être on n'avait pas les moyens d'acheter un ballon en cuir, même pas en caoutchouc, parfois. Et surtout, il y avait des chiens, ils avaient des voisins, que dès qu'ils tombaient les ballons en caoutchouc dans sa maison, pouf, il était cassé par les chiens qui voulaient bouffer, il était cassé les ballons. Donc, on voulait le tuer à ce chien. Parce que voilà, il nous a privé de continuer à jouer et c'est que pour nous c'était la jeunesse, c'était passionnel, c'était jouer, et nos parents, ils nous demandaient pas où on était. Aujourd'hui, il faut prévoir où sont les enfants. À l'époque, ni maman et papa, ils se demandaient où on était. Et on était en train de jouer, c'est toujours comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir un frère né qui a été professionnel aussi. C'était un gardien qui a fait une carrière, voilà, peut-être il n'a pas eu, à un moment voulu, eu cet coup de pouce pour être encore plus connu. Mais voilà, mais heureux d'avoir, de savoir, d'appris à compartir en famille, à compartir avec papa, avec maman, avec mes frères, mes sœurs, de compartir une table, de continuer avec ce respect qu'on se doit vis-à-vis des frères et des sœurs. Personnellement, il m'a apporté beaucoup à compartir chaque jour de ma jeunesse avec mes frères et sœurs. J'avance un petit peu dans le temps. Tu as commencé chez les pros avec le club de Lanús, si je dis pas de bêtises. Bravo, Franck. Et si, j'ai commencé à Lanús. À partir de 15 ans, j'étais à Lanús, j'étais capitaine partout. J'étais capitaine dans tous les catégories que je passais, mais j'ai tardé beaucoup à jouer en équipe première. Trop. Et donc, je débutais à 19 ans et quelques. Et donc, je croyais que le football c'était fini pour moi parce que tout le monde, tous mes coéquipiers s'étaient passés par l'équipe première. Et moi non. Pourtant, je portais les brassards, pourtant les dirigeants, les coachs croyaient en moi, mais dans tous les cas, bon, j'avais pas eu ma chance. J'attendais ma chance jusqu'à le moment qu'il est arrivé. Il est arrivé comme toujours dans le foot, il est arrivé par hasard parce qu'il y a un côté qu'on peut pas le prévoir et je crois que le football c'est une question d'opportunité. Il faut quand on te demande
Quand tu es là et l'opportunité se présente, il faut la prendre. Il n'y a pas 36 solutions, il y a une solution et peut-être il y aura une deuxième si tu n'as pas réussi la première. Et donc c'est ça qui s'est arrivé. Et à partir de là, je n'ai plus quitté l'équipe des premières. Et surtout que ça, il m'a amené à être dans un petit club qui m'a amené à jouer en équipe nationale. Être convoqué en équipe nationale en 72. Et là, ça m'arrivait tout précipité, tout sur ma tête. Des choses que je connaissais pas. C'est justement, il avait M. Garonnet à ce moment-là, en 72. Donc, nous, l'équipe de Lanús dernière, Boca Junior premier du championnat, sans défaite. Donc, on va jouer chez eux et on commence à mener 2-0, chose que c'était possible de croire, mais pour nous, on a fini pour perdre 3-2, mais là, il avait M. Rocher et Rocher. Monsieur Garonner, il m'a vu, il m'a dit voilà, qu'il était content de mon jeu, qu'il croyait que j'allais faire une carrière en Europe et que tout de suite il s'est mis d'accord avec les dirigeants de Lanús, ils ne sont pas empêchés de rien. Et ils se sont dit ok, voilà, et donc et j'ai demandé un peu quand même avec des gens qui faisaient la traduction quand même, qu'est-ce que c'était Saint-Étienne, parce qu'on connaissait, à l'époque, on connaissait Reims, celui-là Reims qui avait joué la finale de la Coupe avec le Real, avec Copa, Fontaine et compagnie. Et donc, et on connaissait pas que c'était Saint-Étienne. Et puis il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas pour se renseigner. Voilà, la communication, c'est pas celle d'aujourd'hui. Malgré ça, même aujourd'hui, quand on voit que Trauco, il est arrivé à Saint-Étienne, du Paoul, bon, quand même, j'ai eu un ami c'est le préparateur physique de l'équipe nationale péruvien. Il est en Argentin, donc il a travaillé avec moi quand j'étais entraîneur. Et donc, il m'a consulté quand même pour le transmettre à Trauco, que c'était Saint-Étienne. Alors, pour en revenir à ton cas, oui. Qu'est-ce que tu connaissais du club, de la ville et même de la France quand tu es venu signer ici en 72? Mon rêve, c'était toujours l'Europe. L'Europe. Je rêvais, même quand je marchais, j'avais 14, 15 ans et j'ai travaillé, parce que je n'ai pas vécu seulement dans le foot, hein, et j'ai passé un peu par tous les métiers aussi. Je voulais faire des foot, mais aussi, bon, on doit quand même se préparer aussi à des autres choses. C'est pas le foot qui va dominer la situation, seulement, même si on est passionné. Donc, on doit aider à papa aussi. Papa, il était le préparateur de billard, par exemple, qui on joue le billard. Et c'était le préparateur des championnats du monde de billard, par exemple. Et nous, on allait l'aider aussi, parce que le billard, il y a ces petites choses qu'il faut connaître, et donc, qu'on peut le faire en enfant aussi. Et donc, on l'aidait à faire son boulot. Et donc, et ça a été c'est-à-dire que la question d'avoir l'appui de ses frères et de ses sœurs aussi, ça joue un rôle très important. Et mes parents, ils connaissaient rien, même rien de foot. Mon père, il m'a jamais vu jouer. Jamais. Et déjà, j'étais en équipe première. Mais il n'a voulu jamais aller me voir. Et à mon frère aîné, qui avait 4 ans, il était plus grand que moi, 4 ans. Et donc, il a été une seule fois, et dit, je ne retournerai plus jamais à l'stade de foot. Mais je pense que aussi c'était une question des nerfs pour voir ces enfants faire du bêtise dans une stade de foot. Je repose ma question. Oui. Quand tu signes à Saint-Étienne en 1972, qu'est-ce que tu connaissais du club, de la ville, de la France? J'ai eu la chance de connaître parce que c'est justement quand j'ai été convoqué en équipe d'Argentine, on jouait la Coupe Indépendance au Brésil.
Et donc là, on se trouve avec le même hôtel avec l'équipe de France. Et l'équipe de France, il avait Georges Velletta, Jean-Michel Arquet, Patrice Révelli, Hervé Révelli. Et donc, surtout Jean-Michel. Jean-Michel il m'a aidé beaucoup parce que lui, il parlait espagnol. Donc, on pouvait, même quand je suis arrivé ici, c'est lui qui m'a aidé à comprendre qu'est-ce qu'il me disait l'entraîneur, qu'est-ce qu'on devait parler apprendre le plus vite possible pour faire la cohésion de ce que j'allais trouver. Et donc, c'est eux qui m'ont dit, voilà, qu'est-ce que tu vas trouver? La ville, c'est difficile. T'as jamais vu la neige, voilà. Là, tu vas la trouver. Et bon, c'est une ville d'ouvrières. C'est une ville que tu vas trouver tout l'appui des gens très gentils aussi. Tu vas trouver l'appui nécessaire pour que toi, tu puisses te développer dans ce qu'on aime, c'est le foot. Comment s'est passée ton adaptation, pas au niveau du foot, mais personnelle, ici? J'étais très content d'être là, premièrement. Après, bon, je passais à travers, complètement. J'ai passé 8 mois vraiment très, très, très difficiles. Surtout parce que je suis venu comme un libéro, chose qu'en Argentine, c'est pas une excuse, attention, hein. Et en Argentine, on jouait la ligne comme on joue aujourd'hui. J'étais sur la droite et le ballon c'était sur la gauche. J'étais sur la gauche et le ballon n'était jamais dans le bon endroit, jamais dans la bonne position, jamais dans les bons sens. Et c'était difficile pour moi. C'était difficile parce que on sent à travers les journalistes, à travers les dirigeants du club. Jamais, je peux dire que Robert Arvan, il a pensé qu'il ne me trouverait pas une place. Toujours, il a cru en moi. Et là, je dois le remercier toute ma vie que lui, il a cru en moi. Et il m'a fait parcourir 2 ou 3 postes dans l'équipe jusqu'à qu'il me trouvé. Tu vas être stopper. Et là, c'est à partir de là qu'il a commencé ma vie à Saint-Étienne, ma vie comme footballeur à Saint-Étienne. J'ai lu en faisant des recherches que ça avait été effectivement compliqué au début, au point que tu as même joué quelques matchs ailier droit, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je jouais au milieu de terrain, je jouais ailier droit. Mais je n'ai pas resté longtemps. Je savais que je ne pouvais pas jouer ailier droit. Et la seule chose que je dis à ce moment-là, je dis à Robbie, je vais être dans l'équipe. Tu me mets où tu veux, mais je vais être dans l'équipe. Je dois démontrer encore, aide-moi à démontrer que j'ai une place dans cette équipe. Et c'est passé comme ça. Et il a cru en moi, il m'a fait parcourir les droits. Il savait bien que je ne pouvais pas jouer les droits, mais il voulait que je sois dans l'équipe. Et après, quand je pense qu'il était plus content que moi, à un moment qu'il m'a trouvé super, et que les gens, ils parlaient des chevauchés d'Osvaldo. D'accord? Et que les gens, ils commençaient à parler, ah bon, il y a un stopper qui fait quelque chose de différent. Parce que même mes coéquipiers, hein, les Vatener, les Lopez, les Replini, les Farisson, les Jambion, les Sinaguel, ils faisaient aussi un boulot pour que je puisse aussi amener ces chevauchés, parce qu'on avait besoin, parce que bon, on se connaissait tellement, parce qu'il n'y avait pas de joueurs extraordinaires, parce que c'était une équipe solidaire, parce que c'était une équipe qui donnait tout, généreux. Il gardait rien, il donnait tout. Si l'autre il était supérieur, l'adversaire était supérieur, on l'acceptait, mais on laissait tout. Et là, c'est un peu mon caractère aussi. Il a forgé mon cerveau, parce que ça collait aussi avec la ville. La ville, c'est les gens qui souffraient. Quand tu le voyais qu'ils faisaient la queue pour prendre 2 tickets, parce qu'ils te donnaient pas plus de 2 tickets, c'est pas par téléphone qu'ils le faisaient, ils faisaient la queue après 4 heures du matin. Et donc nous, hein, on arrivait à l'entraînement à 9 heures et on voyait quand même qu'il y avait des gens qui se sacrifiaient pour venir au match. Et là, on se devait aussi à cette ambiance, parce que, je dis, le public, il marque pas de but, mais il t'aide.
il t'aide à te surpasser. Pour faire un bilan global, Oui. qu'est-ce que tu retiens des 7 années passées à Saint-Étienne? C'est la générosité des gens, surtout l'amitié de mes coéquipiers. Parce qu'aujourd'hui, on continue à se voir et on continue à trouver autant de plaisir à se rencontrer. Ils sont passés quand même 43 ans. Et chaque année au mois de septembre, l'excuse, c'est d'organiser une compétition de golf. Mais c'est une excuse. C'est l'envie de se retrouver. Et se retrouver, et on sait qu'on a un âge où il commence à avoir des difficultés dans notre santé, dans notre corps. Mais on va continuer. On va continuer à pousser à ceux qui vont pas très bien. On va le pousser pour les donner envie encore de se rencontrer, d'être ensemble. Et sur un plan sportif, quel est peut-être le plus grand moment pour toi dont tu te souviens? Je dis qu'il y a plusieurs moments et c'est pour ça qu'il existe encore le sentiment vis-à-vis des coéquipiers et l'amitié entre nous. C'est-à-dire qu'on a donné tout. Si on a perdu, parce que l'adversaire était supérieur. Nous, on savait, parce que celui qui reste aggravé, c'est Kiev. D'accord? Parce qu'on a remonté, parce qu'on savait on le savait que c'était le plus fort. C'était l'équipe le plus fort de tous. Et donc, réaliser ça, arriver à changer les résultats ici au Chaudron, on a entendu quand même, hein? Et c'est pour ça que le football, les déclics, ça peut se faire à n'importe quel moment. Et nous, les déclics, ça a été Christian Lopez, qui il touche juste la jambe de lui parce qu'il veut faire un crochet de plus, blocking. Et après, bon, il dégage, il me trouve à moi, qu'est-ce que je faisais au milieu de terrain, je sais pas. Mais dans tous les cas, bon, amener la balle jusqu'au bout, et là, c'est le premier but, et après, les coups francs, et après, bon, et on volait plus, et là, il pouvait plus nous arrêter. Donc, c'était une équipe de courageux, c'était une équipe des gens généreux. Je pense que c'était une équipe très généreuse. Tu m'en as dit quelques mots tout à l'heure, mais pourquoi avoir quitté Saint-Étienne en 1979? Ah, Franck, bonne question. Parce que les choses parfois, on m'a posé la question après. C'est moi que je cassais les contrats avec Saint-Étienne. J'étais super content d'être à Saint-Étienne. Et je suis retourné après l'accident de ma famille. Je suis retourné à Saint-Étienne et je continue à jouer, même dans cette coupe d'été qui sont organisées parce que bon, on avait 8 joueurs en équipe de France, 8 joueurs en équipe de France. Et donc voilà, je continue à jouer, mais c'est certain que à un moment donné, bon, c'était difficile. C'était difficile parce que les conséquences de l'accident, ils sont survenus après. C'est pas le moment. Et après, ça continuait à devenir de plus en plus difficile de gérer. Et donc, les enfants, c'était très petits, donc il fallait s'occuper. Je pouvais pas être concentré comme je l'étais pendant ces 7 ans. Et donc, je me dis, Osvaldo, c'est le moment d'arrêter. C'est le moment, pas d'arrêter le foot parce que je continue à avoir de la passion, mais je pouvais pas répondre aux besoins de cette équipe, même si déjà il y avait des garçons qui s'étaient partis, qui sont allés dans une autre équipe, bon, mais quand même, je voulais continuer. Mais bon, la situation c'était difficile, le stress aussi, la conséquence de l'accident, même s'il n'a pas eu des conséquences graves, bon, à ce moment-là, oui, c'était un moment où on pense plus à son pays, on croit que le pays il va trouver la solution. C'est pas la solution du pays.
Et bon, mais malgré, disons, mon envie de rester encore, parce que j'avais encore un an de contrat, et c'est moi que je cassais le contrat. Et Monsieur Roger, il a très bien compris, Roby aussi, il a très bien compris la situation, et à tel point que j'avais aucun problème de signer, que je n'allais pas ailleurs, parce qu'à un moment donné, on pensait que je faisais ça pour partir dans un autre club, et c'est pas du tout ça, c'est-à-dire je voulais continuer à Saint-Étienne. Même on a une anecdote avec Michel Platini, parce que quand je pars, Platini il arrive, d'accord? Et donc, même pour ça que je te dis, Franck, la question, parce qu'à ce moment-là, même Platini, parce que je restais ici, parce que les championnats argentins, déjà j'avais signé avec les Salfiel. Et donc, lui, il m'a demandé pourquoi je partais. D'accord? Et je lui ai dit, tu sais, deux vedettes dans la même équipe, on peut pas. Donc, et comme il aimait bien rigoler, donc je rigolais aussi, et je lui ai expliqué que c'était pas mon désir, mais je devais le faire parce que pour garder ma famille intacte, soi-disant, bon, récupérer ma famille. Tu as donc joué 3 ans, je crois, à Vélez, avant de revenir en France à Corbeil-Essonnes comme joueur puis entraîneur. Est-ce qu'entraîneur, c'était une reconversion prévue ou c'est arrivé comme ça? Tu parlais d'opportunité tout à l'heure. Non, pas du tout, parce que je n'avais pas passé le diplôme. D'abord, première chose. Après, je ne pensais pas du tout être entraîneur. Et ensuite, il m'a pris une nerf sciatique qui ne me laissait pas démontrer que je n'étais pas fini. Et donc, j'étais fini déjà. Et donc, je peux pas démontrer le contraire. Donc, à partir de là, donc, je suis devenu entraîneur, mais par conséquence, plus que par avoir les qualités comme entraîneur. Et donc, là, ça m'a permis après de travailler à Paris Saint-Germain, adjoint de Monsieur Leduc, que c'était l'entraîneur à l'époque. Et là, ça m'a permis aussi de passer les diplômes comme entraîneur. Et là, bon, après, j'ai resté jusqu'à fin 84 et je suis retourné en Argentine. Je tardais quand même pour commencer à travailler comme entraîneur. En Amérique du Sud, ça t'a permis de pas mal voyager. Là, tu as travaillé en Argentine, au Pérou, au Paraguay et de gagner quelques titres. Oui, d'abord, commencer très bas, c'est-à-dire commencer par une équipe de 3e édition, je le voulais ça parce que on croit qu'on connaît, qu'on a l'expérience comme joueur et c'est quand même différent la situation comme coach. Et là, j'ai dirigé une équipe de 3e division, c'était bien marché. En équipe de 2e division où on a failli monter. Donc, je me trouvais de plus en plus avec l'assurance, mais c'est-à-dire, j'aimais plutôt travailler avec des jeunes joueurs. Donc, c'est Carlos Bianchi qui me donne la possibilité, lui, en étant entraîneur de l'équipe première, il me donne la possibilité de travailler dans le centre de formation de Vélez. Et c'est à partir de là que, bon, déjà on était amis parce que depuis que 72, parce que on est sorti des deux des équipes petits clubs qu'on a joué en équipe nationale. Et donc, c'est là qu'est né l'amitié. Lui venait pas très souvent à Saint-Étienne, mais moi, en étant pas loin de Paris, donc j'allais très souvent. Et c'est lui qui me donne la possibilité de travailler aussi avec les centres de formation. Et les liens ils se sont confondus. Et voilà. Et après, quand il doit partir, parce qu'il avait gagné tout comme entraîneur avec Vélez, en équipe qu'il avait gagné un seul titre en 68, et c'est lui qui l'amène ses clubs à avoir un des premiers de l'Amérique du Sud, en gagnant la Coupe Libertadores, la Coupe interaméricaine, la Coupe interaméricaine aussi, et donc avec l'équipe européenne, les gagnants de la Champions League, bon. Et donc, et après, lui, il part parce qu'il est engagé par la Rome,
la Rome d'Italie. Donc je prends l'équipe et ça continuait aussi. C'était moi que je continuais avec ces mêmes joueurs et donc on a gagné des titres encore, que ça nous manquait. Et donc c'était complet. La série c'était complet. Ça fait c'est vrai que diriger une équipe qu'il avait préparé Carlos, un ami, c'était quelque chose d'extraordinaire et que il m'a donné l'envie d'être entraîneur. Et après, bon, je suis parti de Vélez, après c'était de Pérou avec Universitario de Deportes, 98. Je suis venu ici pour le mondial, donc j'ai demandé permission, j'ai travaillé pour la télévision argentine. Ensuite, bon, en vouloir faire vétéran et aller jouer un match, je me suis cassé les tendons d'Achille, chose que jamais j'ai eu de blessure en jouant au foot. Et je touche des bois, je touche la tête. Et donc voilà, et donc ça, il m'a arrêté dans ma carrière parce que je ne pouvais pas aller avec les cannes, être le coach d'une équipe. Et donc après, ça continuait avec Santa Fe, Colón de Santa Fe, où il a eu de bons résultats. Après, c'était Independiente, que c'était moins bon, c'était un grand club. J'étais content d'être dans une équipe très, très importante, comme c'est Independiente. C'était le roi des coupes à l'époque. Et là, ça commençait à chuter. Là, ça commençait à avoir des résultats de moins en moins bons. Et donc, à un moment donné, il dit, voilà, c'est fini. Et surtout en Argentine, c'est très, très, très difficile d'être entraîneur d'un coach plus de 6 mois. Est-ce que c'est vrai que tu as failli entraîner Saint-Étienne en 2000? Oui. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé ou pas passé? C'est-à-dire, c'était spécial. C'était, tu peux t'imaginer, frère, que c'est un rêve. C'était un rêve déjà venir en France et venir à Saint-Étienne, même si je ne connaissais pas Saint-Étienne. C'était l'Europe. D'accord, venir en Europe, c'était déjà, j'avais gagné. J'avais gagné une place de venir en Europe. Après, il faut le démontrer toujours. D'accord? Et là, c'est pareil. C'est-à-dire, on passe le diplôme d'entraîneur et on dit, bon, un jour, je vais être entraîneur de Saint-Étienne. Et en étant entraîneur, coach d'Independiente, un grand club que j'arrivais à toucher les ciels avec ce club, jamais, et pour te dire aussi que jamais j'étais payé. C'était un club qui avait beaucoup de difficultés, mais j'étais tellement content que je réclamais pas être payé, qui me paye. Mais dans tous les cas, bon, il a fait faillite, bon, c'est pas à cause de moi, hein. Parce que si ils sont jamais payés, c'est pas pour moi qu'ils vont faire faillite, les clubs. Mais dans tous les cas, j'étais tellement content d'arriver à être aussi haut, placé en étant entraîneur. Et je crois que je l'avais gagné. Mais après ça, bon, ça a commencé à chuter. Et je pense qu'un entraîneur, il doit se rendre compte qu'à un moment donné, c'est fini. Et je cru ça, je pensais à ça, et je dis, bon, ma carrière s'est finie en 2004. Parce que aussi, j'ai eu la possibilité de travailler à Saint-Étienne. Mais je reviens sur la question. Parce que, à ce moment-là, Saint-Étienne avait des difficultés. Il avait, non seulement il avait des difficultés dans les classements, sinon aussi, il avait des problèmes de passeport. Et il avait il attendait la fédération française pour voir quelles sanctions il allait lui donner à Saint-Étienne. Donc c'était difficile qu'il tombe pas en deuxième division. Et à partir de là, c'est encore mes amis de l'époque, donc où je consultais, je dis qu'est-ce que me dit Osvaldo, non. Je crois que Saint-Étienne, il va payer cher ses faux passeports. Alors finalement, tu es revenu donc en 2004, à l'initiative, je crois, de Bernard Cayazo notamment. Voilà. Dans quel rôle? Le rôle, c'était pas tellement défini. J'étais surtout convaincre les Stéphanois qui c'était, parce que je le connaissais beaucoup de temps avant, à Bernard Cayazo.
Je suis ami avec lui, mais ça date de longtemps. Et même avant de partir à 79. Toujours, il a eu cette affinité où on a été toujours en contact. Et là, quand il prend Saint-Étienne, c'est lui qui achète le club, il m'a dit, viens m'aider. Et donc, je ne demandais pas dans quel poste il allait me mettre, et je dis, Saint-Étienne, voilà, c'est ma deuxième opportunité que je vais prendre. D'accord? Même si je n'ai pas été entraîneur, moi, je vais être dans le staff, et donc, même si j'étais ambassadeur, mais surtout comment ça passe dans toutes les villes, dans tous les pays. La capitale, c'est spécial. Et donc, du moment que les provinciaux, il va arriver quelqu'un de la capitale, attention. Et donc, je me suis cherché d'essayer de combattre parce que c'est, d'abord, je croyais en Bernard, et je crois encore en Bernard, et surtout parce que il voulait pas faire des bénéfices avec le foot de Saint-Étienne. C'est un passionné, et déjà, il me l'avait démontré, à moi personnellement, déjà, il me l'avait démontré avant qu'il soit président. Donc, et là, ça a duré 3 ans, et c'est moi encore que j'ai décidé que c'était arrêté, et donc, voilà. Et c'était arrêté parce que, bon, je crois que il y a des étapes où il faut savoir jusqu'à où on arrive. Et là, je pense que à ce moment-là, je l'aidais beaucoup, et je pense avoir l'aidé. Et surtout qu'il avait aussi Omar da Fonseca, qui avait un rôle très important comme directeur sportif, et les résultats, ils ont été bons. C'est pas pour moi, hein. Mais dans tous les cas, je pense que j'ai collaboré en entente dans les groupes du club. Il y a un épisode dont on parle régulièrement, c'est l'essai qui était venu faire Javier Pastore ici. Est-ce que c'est par ton intermédiaire qu'il était venu? Je crois que c'est en 2006, passer quelques jours de test. Parce qu'en 2006, les clubs ici ont un accord avec Talleres de Cordoba. Cordoba, il est à 800 km de Buenos Aires. Et donc, en pensant qu'il pouvait avoir tout son centre de formation à disposition de Saint-Étienne. D'accord? Tous les joueurs de 14, 15, 16, 18 ans, et il pouvait le prendre sans conséquence. C'est-à-dire qu'il a pris les 51% des actions du club. Hein, un club qui avait des difficultés, il était en 12e division. Et donc, à partir de là, je me suis permis, bon, on va commencer en 2006, on va commencer à récolter un peu les fruits qu'on avait pensé qu'on allait avoir avec Talleres de Cordoba. Et donc, à un moment donné, j'ai demandé au coach à la bas de chaque catégorie, les joueurs, bon, on va choisir 4 ou 5 joueurs qui, éventuellement, ils pouvaient venir à jouer à Saint-Étienne, surtout à finir son, comment dirais-je, la finition d'un joueur de foot. D'accord? Il s'était pas encore fini, c'était encore à progresser. D'accord? Et donc, c'était dans ces conséquences. Les parents, ils sont signés qu'ils voyageaient avec moi, parce que c'était des binômes. J'avais 17 ans. Mais voilà. Donc, parfois, on s'étonne. On ne sait pas qu'on est de la même avis. Ça m'a étonné. Vraiment, ça m'a étonné qu'aucun des 5, il a pu rester. Surtout qu'après, ils ont démontré quand même que il y avait des qualités. Au moins, à Saint-Étienne, ça ne leur a pas coûté grand-chose. Rien du tout, ça leur a coûté, c'est les billets d'avion, c'est tout. Et après, quand le Paris Saint-Germain, il prend Pastore à 43 millions d'euros, c'est là que j'ai reçu quand même pas mal de coups de fil à Buenos Aires pour me dire qu'est-ce qui s'est passé avec Pastore. Et donc voilà. Donc, mais ce sont des décisions que on veut pas avoir ni la vérité ni la raison, ça sert à rien, et surtout encore au football, on sait pas ce qui va se passer après. Mais dans tous les cas, bon, je suis retourné avec les 5.
J'aimerais finir cet entretien en parlant de l'Argentine. Quel souvenir tu as de la période autour de la Coupe du Monde 1978 qui a été disputée dans une période très particulière pour ton pays? Il y a eu l'accident de ton épouse, tu en as parlé tout à l'heure. Et puis il y avait le pouvoir qu'a pris l'armée quelques années auparavant, quand tu jouais en France. Quel souvenir tu as de toute cette époque? J'ai passé quand même 4 jours là-bas et après je suis retourné voir les conséquences de ces championnats du monde. Et je sais que les jours que je suis arrivé avec les coachs, je trouvais une révolution dans l'aéroport même. C'était vraiment une question d'État. Pour te dire quelque chose, j'avais vu ma maman qui était dans la grille. J'avais vu ma maman à 60 mètres, je n'ai pas pu l'embrasser. C'est-à-dire, vraiment, il avait la pression pour cette équipe qu'aujourd'hui, on se dit, comment ils sont arrivés pour être champions? Parce qu'il avait la pression du gouvernement militaire. Hein? On n'était pas un pays démocratique. Non, parce que tout le monde il a pu voir. Hein? Et donc, c'était une excuse vis-à-vis du monde que l'Argentine c'était bien, qu'il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de disparus, c'était tout normal. Non, c'était pas normal, parce que ceux qui ont été ici en Europe, on connaissait plus que ceux que, par exemple, ma maman. Moi, je parlais avec maman au téléphone, il dit non, mon fils, non, il passe à rien. C'est-à-dire qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'il y avait dans le pays. On a eu quand même 30 000 disparus. Ça fait beaucoup. Hein? Donc, à partir de là, on dit comment on peut jouer une Coupe du Monde? Et je crois que les 50%, ils savaient même pas ce qui se passait dans le pays. À 20 ans, 25 ans, 28 ans, ils savaient pas. Parce que la majorité jouait à l'étranger. D'accord? Il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui jouaient en Argentine. Donc, ils ne pouvaient pas savoir. Et en plus, bon, ça, il nous a donné la malchance que les gens, ils s'en doutaient des résultats de l'Argentine. L'Argentine avait une très bonne équipe. Très bonne équipe, il avait. Mais après, quand on commence à parler, on dit, oh, il y a des résultats qui sont pas cohérents, disons. Mais dans le football, même aujourd'hui, il y a des choses cohérentes. Et c'est ça que on peut pas défendre un système parce que je suis pas d'accord, surtout pas d'accord avec ça, d'accord? Manque de liberté. Et surtout, quand on veut imposer un régime militaire, donc je suis contre ça, mais on a dû passer et donner la meilleure image vis-à-vis de l'étranger. Je crois d'ailleurs que tu t'étais, à l'époque, prononcé contre ce régime. Ah, tout à fait. Est-ce que tu as été inquiété pour ça? Ah, mais j'ai pas été inquiété, mais j'étais en Europe. Donc, et je suis revenu au pays, et même j'étais avant, en vacances dans mon pays, ils ont insisté, les propres militaires, de dire le président du club, il faut que Osvaldo, il soit ici pour préparer le mieux la Coupe du Monde, tout ça. Il a essayé de que un club, il fasse un transfert vis-à-vis de Saint-Étienne, chose que moi je voulais pas. Et moi-même, je l'ai dit à Monsieur Rocher, accepter aucun offre parce que je veux rester ici. Et donc c'était des moments difficiles. C'est vrai, même n'oublie pas Franck, il avait 8 joueurs de Saint-Étienne. On a joué ensemble quand même. Et donc il s'allait dans ton pays. Donc comment tu vas le dire? Faites attention. Non. Ça va jouer. La seule chose que vous devez faire, c'est jouer. Vous donner totalement à votre équipe et à votre nation. Et après, le reste, il va rien se passer parce que l'intérêt numéro un, c'était pas qu'il se passe quelque chose qui donne une autre image.
D'accord? Déjà, la mauvaise image, ils l'ont donnée avant. Donc c'est pour ça que il a eu la répercussion de 86, il a eu une autre répercussion du championnat du monde. D'accord? Pour en venir sur des choses un peu plus réjouissantes, tu as donc totalisé 15 sélections avec l'équipe d'Argentine. Est-ce que tu as eu l'occasion de côtoyer Diego Maradona? Ah oui, Diego, bon, mais c'est plutôt, j'étais entraîneur de Vélez, on se trouve dans un programme de télévision. Donc, déjà, on se connaissait, lui joueur, moi joueur, Vélez, Argentino Junior, quand il a démarré. Et après, bon, une fois que, déjà, depuis quelques années, donc, lui, il était en Italie, et moi, j'étais entraîneur, dans l'équipe de Santa Fe, donc, pour présenter l'effectif, c'est Diego qui l'a été invité, il a joué un peu, donc j'étais son entraîneur. Mais en rigolant parce que Diego, on peut pas le diriger, lui, et c'est un joueur qui, pour nous, c'est Dieu, pour nous, on est connu dans le monde grâce à lui. Et on va jamais discuter, même si on le discute de Messi, Diego, c'est totalement différent, les choses. J'allais te poser la question, est-ce que en France, on se rend compte de ce qu'il représente en Argentine? Non. Et non, il est jugé par l'autre vie, disons. Il est jugé comme si, comme les joueurs qui... quelquefois, je veux poser la question. Tu as 15 ans, tu as 250 journalistes qui te posent des questions. À 15 ans, on est préparé. Vous savez de où il vient, lui? De où il vient, lui? Normalement, l'éducation, ça sert à quelque chose. Il n'était pas préparé pour recevoir ça. Qu'il ait posé des questions. Après, bon, on devient très costaud, mais on devient fragile à la fois. D'accord? Et quand il va en Italie, c'est les dieux. Et après, il commence avec cette idolâtrie qu'ils font sur les joueurs. Bon, il tombe dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas, jamais ils l'ont préparé pour faire ça, pour arriver à ça. Il n'était pas préparé. C'est pour ça que toujours, nous, Argentins, on va avoir une excuse et on va dire merci Diego pour tout ce que tu nous as donné. Et on va toujours le défendre. Si c'est pas comme joueur, c'est comme celui qui nous a fait vibrer à travers son football. Et connaître l'Argentine, il est connu par Diego Maradona. C'est pas connu par une autre chose. Et avant, on était connu par les militaires. Maintenant, non, on est connu par Diego Maradona, même si il a commis des fautes, il a commis des erreurs dans sa vie, ils le savent, ils continuent à le faire. Mais dans tous les cas, pour nous, c'est quand même un Dieu. Et pour revenir à Messi, parce que c'était la question, Messi, c'est un joueur de foot. Et ça a été lu par vous-même. Hein. Pendant 5 ans, il a été le meilleur joueur du monde. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire de l'admiration à des joueurs de grands talents, comme il a été Platini, comme il a été Pelé, comme il a été Cruyff, comme il a été autant de joueurs, Zidane et tous les autres qui sont vraiment brillés, sont des joueurs exceptionnels dans le monde. Et c'est pour ça qu'il gagne le ballon d'or. Sinon, il ne gagnera pas de ballon d'or. Comme Ronaldo, comme... C'est quelque chose pour moi, Messi, c'est un innocent de football. Un innocent, parce qu'il ne cherche pas la malice dans le foot. Hein? Je pense que lui, il continue à jouer au foot. C'est sa passion. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a, ni comme argent, ni comme maison, il a des enfants pour jouer. Parce que je crois que le divertissement, c'est plus de lui que de ses enfants pour jouer dans son jardin. Tu as en partie répondu à la question qu'on doit poser à tous les Argentins.
S'il fallait choisir entre Diego Maradona et Lionel Messi, est-ce qu'on peut choisir? Non, c'est différent. Messi, c'est un joueur de foot, de grande classe. Diego, c'est un dieu. Il nous a donné tout. Tout. Les noms. Dans le monde, ils nous connaissent pour lui. Et il a gagné tout. Et on peut pas comparer que Messi, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné le championnat du monde. Mais il a joué quand même 3 finales. Donc, je crois que parfois, on devient un peu sévère vis-à-vis de lui. Mais je crois que Diego, il a été bénéficié d'avoir des équipiers qui jouaient pour lui comme 86, par exemple. Pour Chaga, Enrique, il y avait des joueurs, Valdano, il y avait des joueurs quand même, qui travaillaient pour Diego. Comme il est arrivé à Naples aussi, qui jouait pour Diego. Les Careca et compagnie, il aidait à briller encore. Et donc, et je pense que les Barcelone de Iniesta, Xavi et compagnie, ils l'ont aidé à briller encore plus. Et ça aussi, c'est une équipe. C'est pour ça qu'on parle de football, on parle d'équipe. Mais écoute, on va terminer là-dessus. Osvaldo, un grand merci de nous avoir accordé tout ce temps. Et puis on se dit à bientôt, un prochain retour en France. Ah oui, et oui, surtout, le remerciement, c'est à moi de le faire parce que on ne sait plus quoi faire pour remercier à la ville, aux gens, aux journalistes, parce que je ne sais pas si on fait voir quand même qu'on trouve un grand plaisir de venir ici. Quand même, il faut que vous le sachiez. Il faut que la ville le sache. Et nous, on n'a pas besoin de parler des publics de notre époque. Non, on aime ces publics, on aime l'autre, on aime la ville. Et comme ils nous reçoivent chaque fois parce que on est vivant. Peut-être les jours qu'on ne sera plus là, bon, ils parleront plus. Mais dans tous les cas, je crois qu'on est dans la mémoire des Stéphanois et ça, c'est très, 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 très grand. Merci à Osvaldo pour sa disponibilité. Merci à vous de l'avoir écouté. Si ce numéro de Dessous de Verre vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un pouce bleu sur YouTube, à en parler à vos proches et sur les réseaux sociaux. Ça m'aidera beaucoup à le faire connaître et à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens. Vous souhaitez prolonger la conversation, faire des remarques, donner des idées? Ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Verre. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve le mois prochain. Ciao!